Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au fonds GESIF, ou plutôt maintenant Transition Pro. Enfin, on va comprendre tout ça avec son président Ali Abdou. Bonjour. Bonjour Léo. Merci beaucoup d'être là. Alors, justement, parlons-en. On dit plus fonds GESIF, on dit Transition Pro. Oui, tout à fait, puisque la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel est venue un peu rebalayer tout ça et organiser plus globalement le système de formation professionnelle en France. Et effectivement, les fonds GESIF ont laissé place aux transitions pro avec des missions d'autres natures et plus lisibles et plus facilitées par rapport à ce qui était avant. Oui, d'ailleurs, on comprend mieux le terme transition pro que fonds GESIF, parce qu'en fait, le but de ça, c'est justement de faire des transitions professionnelles pour autre chose. Oui, tout à fait. Le cœur du système, effectivement, c'est d'accompagner des salariés du secteur privé vers une transition professionnelle ou un changement de métier ou aller voir d'autres horizons dans l'entreprise ou hors entreprise, puisque la transition professionnelle est une transition vers un autre poste qui peut être au sein de l'organisation même ou vers une autre entreprise si tenté on ait des opportunités par ailleurs. Donc, ça a été mis en place. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes ? Oui, alors c'est là où le bas blesse, pour reprendre le mot fétiche de Fatihou, c'est que effectivement, on a beaucoup de difficultés à déployer le système, en tout cas au niveau local, par rapport aux salariés, puisque ce sont les bénéficiaires. Et au jour d'aujourd'hui, les bénéficiaires du dispositif ne sont pas au fait de ce que ça représente. C'est ça. Parce qu'il faut bien expliquer que donc c'est que pour le milieu privé, on est d'accord ? Tout à fait. Il y a deux possibilités. Je suis employé d'une société. Par exemple, je suis caissier à un supermarché, je veux être chef de rayon, il faut poser une formation, vous intervenez. Autre chose, je suis caissier, je ne veux plus faire ce métier, je veux faire autre chose, j'ai un projet, est-ce que là aussi, vous pouvez intervenir? Oui, tout à fait. Il y a bien deux orientations possibles s'agissant du projet de transition professionnelle, oui, puisque nous gérons d'autres dispositifs. Pour celui-là, effectivement, un caissier qui veut devenir chef de rayon peut demander à son employeur cette possibilité-là. Si l'employeur lui donne son accord, effectivement, il vient vers nous. Alors, il y a deux possibilités de venir vers nous, soit en passant par l'opérateur CEP, c'est-à-dire un intermédiaire qui est payé par France Compétences sur appel d'offres, qui est ici la PIFPAM, le centre de bilan à Kameni. On les a reçus, la PIFPAM, voilà, justement. Ouais, bien sûr. Au centre Maharaja. Ils accompagnent les salariés à monter leur dossier en cherchant notamment les logiques, les pertinences pour que le dossier, une fois présenté et saisi en ligne, soit corrobore aux attentes de Transition Pro que nous sommes pour que le dossier ne soit pas rejeté. Ça, c'est une première chose. Une fois le dossier passé, nous, s'il y a de cohérence sur le projet et de la pertinence à la fin du projet, puisqu'il faut accéder à ce dont on veut y aller. Il ne suffit pas de passer une formation pour comme ça, c'est clair. Donc voilà, l'idée c'est à la fois l'obligation d'avoir un certificat à la fin, donc c'est le salarié lui-même, c'est une démarche tout à fait personnelle. C'est le salarié lui-même qui va chercher sa formation, qui va choisir son centre de formation et qui vient nous voir avec un devis. Voilà, ma formation coûte tant, le transport coûte tant, l'hébergement, les frais pédagogiques. Nous avons également ces bulletins de paye, puisqu'il faut qu'on maintienne le salaire. Le salaire, c'est important, oui, évidemment, c'est clair. C'est là l'originalité de la formation, c'est qu'on maintient également le oui, parce salaire. Que souvent on dit formation égale on perd son boulot, on perd son salaire parce qu'on ne travaille plus, et donc ça fait peur. Or là, non, vous dites non, on est toujours payé. Donc voilà, il y a cette première orientation d'aller vers un projet professionnel au sein de l'entreprise ou à l'extérieur. Et la deuxième orientation, c'est de dire, écoutez, je préfère me mettre à mon compte ou aller vers une formation d'autre nature. Ne pas avoir envie forcément à rester sur le... Alors ça veut dire je dois démissionner. C'est tout à fait ça. Et là, il y a un risque que les gens, quand on se dit se démissionner, égale pas droit au chômage. Mais là, ça change avec vous. Tout à fait, c'est différent. Maintenant, si on prend l'option de démission, ce qui est un droit, nous,
si vous venez nous voir avec votre projet de démission, puisque vous démissionnez pour aller sur un projet de création d'entreprise ou une formation spécifique, nous étudions votre dossier. Et si nous considérons qu'il y a cohérence et pertinence par rapport au projet de sortie, nous transférons le dossier au Pôle emploi qui maintient du coup, dans ce cas-là... Pôle emploi maintiendrait du coup le salaire. Mais le salaire complet ou le salaire... Pas le salaire, met en place un dispositif d'indemnisation de chômage comme s'il était au chômage normalement, pas en démission. Tout à fait. Ouais. Donc du coup, on retrouve ces indemnités de chômage tout en continuant un projet de création d'entreprise ou de formation. Ou de formation. Je veux m'améliorer, donc je peux démissionner si pour autant que le projet soit accepté. Oui. Parce que je peux pas si demain je démissionne et que je vais vous trouver, si ça passe pas, j'ai vraiment un problème. Oui, oui, tout à fait. Avant de démissionner d'ailleurs, il faut venir nous voir. C'est ça. J'allais affiner ça. C'est le plus important. C'est le conseil, c'est de dire attends, au lieu de démissionner, venez d'abord nous trouver. Donc on peut avoir une envie de démissionner, mais on vient d'abord vous trouver pour dire voilà, est-ce que ce projet tient la route, puis ou non. Tout à fait. Et après, nous, on vous guide. L'opérateur CEP qui est la PIFPAM, donc au centre de bilan à Kaweni, vous guide. Ils ont un accès standard téléphonique, plus un accueil physique pour vous accompagner sur le process. Mais effectivement, on vous guide pour que vous rentriez dans les clous. Vous êtes complémentaire à la PIFPAM ? Non, en fait, on est deux acteurs différents. C'est ça. Eux, ils ont été retenus sur appel d'offres par France Compétences pour justement accompagner les salariés dans leur projet de transition professionnelle. Ils ont ce rôle-là d'accompagnement, d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des salariés. Alors, qu'est-ce qui différencie la PIFPAM de vous? Nous, on est financeur du dispositif. D'accord. Donc, le salarié... Vous êtes l'argent, quoi. Exactement. Ouais. Le salarié a le choix soit de passer par la PIFPAM, soit de ne pas passer, puisqu'ils peuvent aller sur notre site internet qui est en cours de déploiement. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons une convention avec justement Transition Pro Réunion, à qui on a délégué justement cette saisie du projet sur l'interface web, sur leur site internet. Vous pouvez saisir en toute autonomie votre dossier de transition professionnelle. Si vous ne voulez pas passer par la PIFPAM. Et de toute façon, même si vous passez par la PIFPAM, ils vous accompagnent, mais in fine, c'est vous-même qui saisissez votre dossier sur le... Oui, il faut au moins un travail personnel pour voir avec quelque chose. Sur l'interface. Au niveau des financements, comment ça se passe? Vous avez des budgets par personne? Est-ce que si j'ai un projet qui coûte 100 000, un projet qui coûte 50 000, 30 000, comment ça se passe? Justement, c'est là tout l'intérêt des membres de Transition Pro, notamment de sa commission d'instruction. Nous avons un budget pour la formation des salariés du secteur privé à Mayotte qui prétendent au projet de transition professionnelle. Et nous avons également un contrat d'objectifs et de moyens avec les anciens DIECT, donc les DIT, qui ont la délégation au niveau local de gestion de ce dispositif-là. En tout cas de contrôle. Donc nous signons chaque année une convention d'objectifs et de moyens qui reprend les objectifs prioritaires, qui eux-mêmes sont une déclinaison du schéma régional de la formation professionnelle qui est validé par le conseil départemental, qui est la région. Donc il y a toute une logique de fonctionnement et d'interaction entre les différents dispositifs. Donc le conseil départemental qui a, sur le schéma régional de la formation professionnelle, qui a décliné ses priorités de son territoire, la DICT avec nous, qui les reprenons sur le contrat d'objectifs et de moyens. Et derrière, comme vous l'imaginez, à Mayotte en tout cas, la priorité est donnée à ceux qui ont le niveau de formation le moins élevé pour qu'on puisse le faire monter en compétence. Ça c'est important, le montement, oui, la progression en compétences est aussi un enjeu très important à Mayotte. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Justement, nous avons des difficultés à avoir de demandes. Nous avons les financements. À titre d'information, au niveau national, on est à peu près à 28 000 € par dossier. À Mayotte, on considère qu'on est peu ou prou à 30 000, puisqu'on a des coûts supplémentaires qui ne subissent pas. Donc, effectivement, nous avons de l'argent pour financer ces projets de transition professionnelle, entre autres, puisque j'en parlerai à la fin des autres dispositifs. Mais nous n'avons pas assez de demandes, justement, d'où ces besoins de communiquer aux salariés de Mayotte l'existence de ces dispositifs pour qu'ils puissent se positionner et qu'ils puissent monter en compétences, notamment
pour que les entreprises de maillotte soient compétitives, puisque effectivement, nous avons besoin d'entreprises compétitives au niveau du territoire pour que nous puissions être, le territoire de Mayotte, être compétitif dans son bassin régional au niveau de l'océan Indien. Donc, effectivement, c'est la montée en compétence des salariés que compose l'entreprise qui conditionne justement cette compétitivité globale de l'entreprise. Parce que vous faites aussi plusieurs choses, il n'y a pas que ce volet-là. Oui, oui, tout à fait. Nous avons plus globalement 3 dispositifs. Ouais. Sur le cœur de nos métiers. Nous avons donc le projet de transition professionnelle que j'ai expliqué tout à l'heure. Nous avons également le CLEA qui est une certification, peu importe le salarié de bas niveau, on va dire scolaire, mais également les demandeurs d'emploi qui ont besoin d'une certification qui atteste qu'ils maîtrisent la langue française, ils savent faire les calculs, ils savent exécuter des ordres de leurs supérieurs. Cette certification-là vient garantir cet état de fait-là. Okay. Donc, ça ne sera plus de l'oral qu'ils expliqueraient, mais ils sortiraient dans ce cas-là un certificat. Une preuve comme quoi ils ont acquis des compétences, quoi. Exactement. Okay. Et là, nous, derrière, nous venons s'assurer que, avec cette certification, que le salarié mahorais, là en l'occurrence, a acquis ces compétences-là, qui sont des compétences clés qu'on retrouve en Europe et en métropole. Il y a même le CLEA numérique pour s'assurer que le salarié en question ou le demandeur d'emploi maîtrise un certain nombre. Normal. Voilà, c'est une certification qui garantit ça à l'employeur qui les embauchera demain ou qui les emploiera au sein de l'entreprise. Et autre dossier ? L'autre, ça va être le dispositif VAE, validation d'acquis par expérience. Un salarié qui est dans sa société depuis un certain nombre d'années, mais qui n'a pas de diplôme ni de certificat, nous l'accompagnons par le paiement de coûts de sa recherche d'équivalence professionnelle. Par exemple, je n'ai pas fait de diplôme de comptable, mais ça fait 10 ans que je fais de la comptabilité. Ça rentre dans le fait de la validation d'expérience. C'est pas un examen que j'ai passé, mais par contre, j'ai quand même 10 ans d'expérience. Tout ça sont des choses à mettre en valeur. Pourquoi? Parce que quand on change d'emploi, il faut avoir ce genre de choses. Oui, tout à fait, puisque effectivement, si vous avez été comptable pendant 10 ans et que vous n'avez pas le diplôme, mais vous l'avez fait sur le tas et qu'à un moment donné, au jour d'aujourd'hui, sur n'importe quelle fiche de poste, à la fin, on a quand même le diplôme. Bien sûr. Pour pouvoir prétendre au poste, notamment dans la fonction publique, pour ne dire que ça. On est d'accord. Même si vous avez fait 20 ans de chef comptable dans le privé, quand vous vous positionnez sur un emploi dans le secteur public, le fait de ne pas avoir le niveau Bac plus 2 est éliminatoire pour les catégories B, par exemple. C'est clair, c'est clair, mais là, il y a des acquis qui rentrent en ligne de jeu. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de tout ça. Dieu sait si c'est important. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.